À nouveau, bonjour, mesdames et messieurs. La cour commune s'installe donc après la première partie de la matinale qu'est le réveil matin. Vous le savez, nous consacrons près d'un tiers de notre vie au sommeil vital. Le sommeil permet à notre organisme de récupérer sur le plan psychologique et physique. Le manque de sommeil peut ainsi augmenter le risque de développer des symptômes dépressifs, de l'hypertension, un diabète de type 2. Alors, que faire lorsqu'on a tout essayé en vain et que le sommeil ne vient pas? Sans médicaments, évidemment. Comment se libérer des insomnies et également comment se libérer de l'hypersomnie? Comment mieux et bien dormir? Ce sont entre autres les questions auxquelles nous allons répondre au cours de cette tranche d'antenne. Et voici mes invités. On parle des troubles du sommeil, donc vous l'avez compris, en mettant l'accent sur l'insomnie. Mesdames et messieurs, pour ce faire, j'ai convié deux spécialistes. D'abord, un neurologue, docteur Diagoua, qui va nous en parler. Il ne sera pas sur ce plateau. Nous sommes allés l'interviewer au niveau du CNHU de Cotonou. Vous allez pouvoir donc suivre cette interview en début d'émission. Et après, va me rejoindre André Alikhonou, qui, comme vous le savez, lui est psychologue clinicien pour nous parler donc des causes de l'insomnie qui, en matière de causes, on pointe du doigt souvent le stress. D'où vient donc ce stress lié à l'insomnie et également à l'hypersomnie? Il va tout nous dire là-dessus et également comment vaincre ce stress et pouvoir bien dormir. Voilà donc mes deux invités, les deux temps de cette émission. Et sans plus tarder, nous allons retourner à la régie pour donc suivre la première partie de cette émission qui, comme je vous le disais, est une interview que Dr Diagoua nous a accordée. Nous allons le suivre et revenir. Mesdames et messieurs, à tout de suite. Alors, amis téléspectateurs, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes maintenant avec Dr Diagoua Salim. Il est neurologue. Avec lui, nous parlons du sommeil, des troubles du sommeil. Maintenant, cette fois-ci, précisément de l'insomnie qui fait partie des troubles du sommeil. Docteur, bonjour. Bonjour à vous et merci pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer sur cette thématique. Alors, on va commencer cet entretien par déjà comprendre ce que c'est que le sommeil, puisque s'il faut parler des troubles, il faut déjà comprendre le contenu. Qu'est-ce que le sommeil concrètement, docteur? Ok. Il faudra d'abord comprendre que le sommeil va entrer dans un rythme, quand on parle de rythme en fait, d'unictémère. Donc en fait, toute journée est répartie en une phase où les étudiants en fait se mettent en activité, arrivent à mener toutes les activités, et une seconde phase où en fait l'organisme va essayer de se reposer pour récupérer. Donc cette phase-là, notamment, va constituer en fait le sommeil. Le sommeil au cours duquel en fait le cerveau se met un peu en fait au repos pour permettre en fait à l'organisme de récupérer. Donc, c'est l'étape simplement de récupération du cerveau, si je peux le dire. En fait, on dira plutôt que c'est une étape de mise en veille du cerveau. Un peu comme un ordinateur en fait qui se met en veille après une certaine période d'utilisation. Ah, mais l'ordinateur en veille travaille toujours, hein. Oui, en fait, l'ordinateur travaille toujours, mais dans le sommeil également, le cerveau en fait continue de travailler, seulement qu'il est à un rythme de travail beaucoup plus faible. En fait, l'intérêt du sommeil, c'est de permettre en fait à l'organisme de pouvoir faire une pause en fait pour récupérer, notamment après plusieurs heures d'activité, et ainsi reprendre en fait un autre cycle. Parce qu'il faut toujours en fait faire une pause dans tout ce qu'on a comme activité. Donc le but du sommeil, c'est de permettre en fait au cerveau de faire une pause, de récupérer, d'intégrer aussi tout ce qu'il y a eu comme information ou activité qui a été faite et de pouvoir ainsi repartir en fait sur un nouveau cycle.
D'accord. Alors, quels sont ces facteurs-là qui peuvent influencer le sommeil, les facteurs d'influence du sommeil? Et vous regardez la caméra. D'accord. Par rapport aux facteurs qui vont influencer le sommeil, on aura plusieurs facteurs qu'on pourra classer essentiellement en fait en facteurs d'apport personnel en fait lié soit à l'activité de chaque individu, lié à l'environnement de travail, l'environnement notamment à la maison, lié également à des pathologies que chaque individu peut avoir. Parce qu'en fonction des pathologies qu'on pourrait avoir, on pourrait avoir des traitements en fait qui pourraient influencer ce sommeil-là. Donc tous les facteurs, que ce soit sur le plan de l'environnement, que ce soit sur le plan en fait de la relation sociale de l'individu avec l'extérieur, que ce soit sur le plan en fait de sa propre santé de base et des prises éventuelles de médicaments et également en fait de l'hygiène, que ce soit en fait alimentaire ou l'hygiène physique. Tous ces facteurs-là peuvent en fait influencer dans un sens comme dans l'autre en fait le sommeil. D'accord. Et est-ce qu'il y a un cycle que le sommeil suit chaque nuit? Oui, le sommeil a un cycle, mais sachant qu'en fait une nuit se passe en fait avec plusieurs cycles de sommeil. Donc en fait on a des phases d'un cycle de sommeil. Donc essentiellement en fait pour être beaucoup plus simpliste en fait le sommeil a environ 4 phases. On a en fait la première phase qui consiste en fait à un peu comme en fait une entrée en matière. C'est une phase où globalement en fait l'organisme va se relâcher, va essayer en fait de se préparer en fait pour entrer en fait dans le sommeil proprement dit. Puis on a une phase qu'on classe ou bien qu'on qualifie de sommeil léger. Un sommeil léger. Le sommeil léger, c'est le sommeil dans lequel l'activité est cette. Le sujet en fait a toujours en fait une activité cérébrale, mais il est en train de démarrer en fait son cycle de sommeil. Donc à cette étape-là, il peut être toujours en fait en contact avec l'extérieur, mais c'est l'étape classiquement en fait qui vient dès qu'on va se coucher. Donc on a l'étape du sommeil léger, on a un sommeil qui est beaucoup plus profond. Le sommeil profond, c'est le sommeil dans lequel le cerveau est beaucoup plus en fait dans une phase de veille. Donc il va être beaucoup plus en hypoactivité, les muscles seront complètement relâchés, l'individu globalement en fait est hypotonique, donc il n'arrive plus à faire vraiment des mouvements. C'est une phase qui s'apparente un peu à une phase où l'individu peut être un peu comme dans un coma, mais il est dans un sommeil qui est vraiment beaucoup plus profond. Il n'arrive pas à interagir en ce moment-là avec l'extérieur. Puis en fait vient ce qu'on appelle la phase du sommeil paradoxal. En fait, le sommeil paradoxal, en fait, c'est une phase du sommeil au cours duquel le cerveau en fait se remet un peu en activité. Donc c'est au cours de cette phase en fait qu'on fait des rêves. Parce qu'en fait le rêve, on n'est pas supposé faire un rêve dans un sommeil qui est profond. Un sommeil profond, le cerveau en fait n'est pas en activité. Donc au cours de la phase du sommeil paradoxal, en fait, le cerveau en fait est en activité et c'est cette phase-là qui recense en fait, qui nous permet de faire des rêves. Après la phase du sommeil paradoxal, on a une phase intérimaire qui va préparer en fait pour un autre cycle de sommeil. Donc, sachant qu'au cours de la nuit, on peut avoir plusieurs cycles de sommeil. Et un cycle de sommeil en fait a 4 phases. En moyenne, en fait, un cycle de sommeil va durer en moyenne 1h30, en moyenne 90 minutes. Allons-y par exemple, vu que la cible qui nous suit doit comprendre. Je suppose que cette nuit, je me couche. Je vais au lit aux environs de peut-être quoi, 21 heures. Là, tout de suite, j'entre dans quel cycle? Au premier. Non, là, en fait, on rentre dans le premier cycle du sommeil. Dans le premier cycle, au cours de la nuit du sommeil, qui va d'abord passer par la phase d'un sommeil léger, puis un sommeil qui est profond, puis un sommeil qui est paradoxal. Et c'est là-bas où on s'en va faire les rêves. C'est au cours de cette phase-là qu'on fait des rêves. Et après, il y aura une phase de micro-réveil. C'est-à-dire? Le sujet, en fait, tend à se réveiller avant de reprendre, en fait, un autre cycle. Et ainsi de suite. Donc, le cycle peut se répéter, en fait, plusieurs fois chez un sujet. Donc, au cours de la nuit, on peut faire plusieurs cycles de sommeil. Sachant qu'un cycle dure en moyenne, après ça dépend en fait des sujets, mais un cycle va durer en moyenne 90 minutes. Donc on peut avoir en fait plusieurs phases de sommeil paradoxal, donc plusieurs périodes en fait de rêve par exemple. Il vous est sûrement arrivé au cours d'une même nuit en fait de faire plusieurs types de rêves à des intervalles donnés. Donc en fait, à chaque cycle, on pourrait avoir en fait des rêves. On peut s'en rappeler ou pas, mais un cycle de sommeil est constitué
de cette phase du sommeil léger, du sommeil profond et du sommeil paradoxal. Si je fais les 90 minutes fois 4, je ne suis pas encore à 6 heures de sommeil, hein, comme on le dit. Non, en fait, les 90 minutes, en fait, contiennent les 4 phases du sommeil, du cycle. Et le reste, c'est compassé à quelle phase? Si je peux poser la question comme ça. Hein. En fait, le cycle se reprend, en fait, jusqu'à ce que... Jusqu'à la fin de la nuit. Donc, on peut faire plusieurs cycles dans une seule nuit. Voilà. On peut faire plusieurs cycles de sommeil dans une seule nuit. Donc, le processus se répète jusqu'à ce qu'en fait, le sujet se réveille complètement. D'accord. Je pose souvent cette question quand je parle du sommeil. Que dire des gros dormeurs? Là, on les classe dans la phase du cycle comateux, c'est ça? Non, pas du cycle comateux, du sommeil qui est profond. Mais en fait, même dans cette tranche de population-là, les gros dormeurs, il y a en fait ce qu'on voit de l'extérieur. On peut avoir l'impression qu'un sujet est endormi depuis plusieurs heures, mais pendant ces heures de sommeil-là, il est forcément passé par ces différentes phases-là. Après, si un sujet qui est un sommeil qui est normal, en fait, toute cette phase-là doit se succéder comme ça. En fonction des pathologies, en fait, justement, on peut avoir des phases qui ne se passent pas bien, des phases qui sont beaucoup plus prolongées, des phases qui sont incomplètes. Ce qui va expliquer les troubles du sommeil, que ce soit en fait lié à un défaut du sommeil ou en fait à une hypersomnolence. Mais pour un sujet qui est normal, il passe par ces 4 phases-là. D'accord. Maintenant, parlons des perturbations justement de ces différentes phases du cycle du sommeil. Ça veut dire qu'on est au niveau des troubles du sommeil. Si on doit parler de troubles du sommeil, qu'est-ce qu'on doit en dire, docteur? En parlant des troubles du sommeil, il faudra comprendre que c'est un grand groupe qui va regrouper plusieurs pathologies. Mais de façon également beaucoup plus didactique, en fait, on va trouver des troubles du sommeil qui sont liés à un déficit en termes de sommeil. On parle là en fait d'insomnie. On a des troubles du sommeil qui sont caractérisés en fait à une exagération en fait du sommeil. On parle d'hypersomnie. On a des troubles du sommeil en fait qui sont liés à des mouvements ou des mouvements qui pourraient en fait survenir au cours du sommeil. Oui, des mouvements ou des activités liées par exemple en fait qui surviennent pendant le sommeil, comme des sujets qui vont au cours du sommeil, par exemple, se lever, faire des activités, se recoucher, en fait, sans se rendre compte vraiment, en fait, qu'ils ont eu à faire ces activités-là. Donc, on a plusieurs groupes de sommeil. Ça, ce sont les somnambules, enfin, le somnambulisme. Voilà. Donc, qui est également, en fait, un type de trouble de sommeil. On a également des parasomnies, quand on parlait, en fait, des mouvements, en fait, ou des actes, en fait, qu'on pose au cours du sommeil, mais qui entrent dans le cadre des troubles du sommeil, sans que ce soit forcément, en fait, une insomnie ou une hypersomnie. Donc, de façon globale, en fait, il faudra quand même garder que les troubles du sommeil vont intéresser soit le déficit en termes de sommeil, soit une exagération en fait en termes de sommeil, soit en fait des activités qu'on pourrait faire au cours d'un sommeil. Il y a un trouble dont souffrent certaines personnes, bon, je ne sais pas si c'est vrai, hein, qui ont un gros cœur. On parle dans ce cas de l'apnée, on va dire un mot là-dessus avant de continuer. Oui, bon, je peux me tromper, je ne sais pas si c'est vrai. Hein. Oui, bon, en fait, on parle dans ce cas-là plutôt d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, en fait, c'est un cadre nosologique dans lequel les patients vont souvent présenter une hypersomnolence, donc un sommeil qui est beaucoup plus exagéré. Une hypersomnolence, en fait, qui va se caractériser souvent en journée. Donc, une hypersomnolence diurne qui va s'associer à une insomnie nocturne. Donc, c'est des patients qui n'arrivent pas à bien dormir dans la nuit, qui dorment un peu trop dans la journée, mais qui ne considèrent pas seulement en fait les troubles du sommeil. C'est pour ça qu'on parle d'un syndrome. En fait, il y a plusieurs pathologies et qui vont souvent en fait s'associer à des ronflements qui sont liés au fait que les voies respiratoires sont un peu obstruées dans cette pathologie-là. Ronflements, apnées. Des apnées, c'est des périodes en fait pendant lesquelles les voies respiratoires, bien les poumons en fait se mettent en pause. Donc c'est beaucoup plus en fait un groupe ou bien un ensemble de signes en fait qui vont constituer ce syndrome-là, dont les troubles du sommeil. Donc l'hypersomnie qui soit diurne, l'insomnie qui sera nocturne, les ronflements qu'on a souvent, les apnées, donc les pauses respiratoires qu'on peut avoir souvent dans la nuit, et également des réveils nocturnes qui sont répétés, avec des patients qui se réveillent beaucoup dans la nuit pour aller uriner, des trucs comme ça. D'accord.
Parmi ces troubles, nous nous focalisons aujourd'hui sur les insomnies. Pourquoi c'est au pluriel? Parce qu'il y en a de plusieurs types d'insomnie, c'est cela? Oui, on a plusieurs types d'insomnie. Plusieurs types en fait en termes de temporalité. En termes de temporalité, on a les insomnies qu'on va classer d'insomnie aiguë, les insomnies qui sont chroniques. Donc en termes de temporalité, on se donne en fait une marge de 6 mois. Donc une insomnie commence par être chronique quand elle dure beaucoup plus de 6 mois. Puis en fait, on va également les classer en termes de causes en fait. Donc on aura des insomnies qui sont classées de primaires. Donc c'est des insomnies qui viennent comme ça sans vraiment une cause spécifique retrouvée. Des insomnies qui sont classées de secondaires, où en fonction des causes en fait, que ce soit des prises médicamenteuses ou autre chose en fait, on a des situations qui sont retrouvées, auxquelles en fait on peut attribuer en fait ces insomnies-là. Donc en termes de type, on va les classer soit en termes de temporalité ou en termes de cause d'insomnie, on va dire. Avec des mots plus clairs. Donc on va classer en fait les insomnies soit selon la temporalité. Donc les insomnies qui sont aiguës, c'est des insomnies qui auront une évolution qui date depuis moins de 6 mois. Les insomnies qui sont chroniques, qui vont durer beaucoup plus de 6 mois. Donc indépendamment du fait qu'on soit dans une insomnie aiguë ou chronique, l'insomnie peut être en fait primaire ou secondaire. Primaire, c'est-à-dire qu'on n'a aucune cause particulière en fait qui a été déterminée. Secondaire, c'est qu'on a des situations bien différenciées en fait qui sont responsables de cette insomnie-là. Mais quand c'est chronique, c'est toujours les facteurs sont toujours les mêmes, c'est ça? En fait, les facteurs étiologiques peuvent être en même temps responsables d'insomnie aiguë ou chronique, sachant que avant d'aller en fait à l'étape de chronicité, on est toujours forcément passé à une étape où l'insomnie était quand même aiguë. L'insomnie était peut-être datait d'abord d'une semaine, puis de 2, de 3, de 4, d'un mois, de 2 mois, de 3 mois, avant de s'étendre en fait dans la durée et qu'on se retrouve chez un patient qui a une insomnie qui date depuis plus de 6 mois. Est-ce qu'on peut dire qu'on a fait une insomnie sur une seule nuit ou bien il faut forcément que ça atteigne la durée dont vous parlez? Non. Par contre, parler d'insomnie sur une seule nuit, soit un peu en fait un peu difficile de parler d'insomnie sur une seule nuit. En fait, ça m'amène en même temps sur quelles conditions en fait il faudra retenir en fait une insomnie. En fait, l'insomnie va se retenir classiquement soit par rapport en fait à la durée du sommeil qui n'est pas convenable en fait, ou à la qualité du sommeil qui n'est pas bonne. Et ce en moyenne en fait survenant au moins 3 fois dans une semaine. Donc si de façon spontanée, un seul jour de la semaine, on a eu un sommeil qui n'a pas été très bien, soit en termes de durée ou en termes de qualité. En fait, en termes de qualité, on parle beaucoup plus d'un sommeil qui est réparateur. Qualité, c'est en temps normal quand on dort et qu'on se réveille en fait. On doit avoir l'impression d'avoir beaucoup plus d'énergie, d'avoir eu le temps de laisser son corps se reposer. Donc, quand au réveil d'un long sommeil qui aurait pu faire même 8 heures ou 9 heures de temps, on a toujours l'impression en fait d'être très épuisé. C'est qu'a priori ce sommeil n'est pas réparateur. Donc, en termes de qualité, en fait, on n'a pas une bonne qualité de sommeil. Donc, soit c'est sur la qualité, soit c'est sur la durée du sommeil. Un sommeil qui est très court, mais qui va se répéter au moins 3 fois dans une semaine. Là, on pourra se dire que oui, ce patient en fait, commence par développer en fait, une insomnie. Sur une seule nuit, oui, on a quand même un trouble du sommeil sur la nuit. Mais c'est peut-être pas suffisant pour, par exemple, sur cette base-là seulement, en fait, se mettre dans une perspective de traiter une insomnie en tant que telle. À ce sujet, on va marquer une courte pause pour pouvoir suivre justement les quelques citoyens que nous avons interrogés qui parlent de leur cas d'insomnie. On les écoute et puis on revient. L'insomnie, c'est quand tu as des problèmes majeurs, des problèmes qui tiennent trop au cœur. Au milieu de la nuit, tu te réveilles justement et tu commences pas à penser à ce problème-là. Là, la sommeil ne prend pas. Là, tu vas commencer par parler toi seul. Tu parles, tu parles les deux quoi. Tu poses la question, tu prends la réponse de l'autre aussi. Pas le même problème. Pas le même problème. Donc, l'insomnie, ce n'est pas une maladie, mais c'est les problèmes. Les problèmes
qui vient des fois brutalement, problème qui n'est pas pour toi ou bien problème que toi-même tu allais chercher. Bon, c'est ça qui nous donne l'insomnie. Sinon, l'insomnie n'est pas un malade. Mais l'insomnie, son problème, c'est de souci. Quand la personne est dans un grand souci, ou bien ses parents ont décédé et dans quelques jours, voici l'enterrement. Et jusqu'à 2 semaines de l'enterrement, lui, dans la famille, n'a pas encore eu son participation à donner. Ça va lui donner l'insomnie aussi. Ou bien diplôme, et on l'a donné, j'ai donné la date de diplôme. Mais le temps qu'il va prendre pour chercher de l'argent, pour vite donner ce qu'il va donner ça à son patron, pour que les cérémonies soient bien organisées, jusqu'à un moment donné, il n'a pas encore eu son argent pour donner. Donc ça va lui donner insomnie aussi. Ou bien, brusquement, la femme que tu aimes bien, la femme que tu connais pour celui-là, déjà ma femme, voici, il t'a déjà donné 2 enfants. Et un peu de problème, cette femme-là t'a quitté. Ou bien à cause de tes comportements, elle a quitté. Ou bien tu es venu surprendre ta femme en train d'adulter, tu étais dans ta propre chambre ou bien ailleurs. Ça nous donne aussi insomnie. Insomnie, donc, abnormal et non son nous pas où et la météo maroc grandi à souvent aussi voici en zone et non d'autres tabac même et non dame ben anglo et une dokpo en cadeau le commandé sous et non zombo abnormal et non jamais le renu amlan itoi nous chikonui a bloqué sur le jeune mais amlan ya son pas en dame non ouais amaka do amlan do ya les ponts nous avons vécu le junior mais nous avons été ponts boy nous gens c'est votre mais bado les ponts à Sindam là a bloc bandé pour kaka Sindam là puis souci au gens oui souci une digital des raisons bon amlan mado no wanu mais do ha yen pont à zone bidi na mi tonga ngwa mitimen mo pere yeton do souci bon mlan yo ndo les ponts ndo les ponts et dans un boga nous qu'on na sous les anglo non nos anges que na balo 4 5 ans la voiture amnon wa yimi do ajime pont ouais bon no ado ka bo ayo a ron les ponts ah ana pont ya bro que donc bien gbo nous donc souci ni nous taji de dans un boga amnon do no yin ason bon timeji de no wa mi de pon do po we a obi enwele bi no non et ndo souci e we no hamimo ma do souci a bon j'ai pris le mlin à son pole au plus 30 minutes de l'indien ko dame donc souci wa nous me dire on sin dame là ate ni milliardaire no souci bien mais souci là de comme dit L'insomnie, c'est le fait de ne pas dormir la nuit, à mon humble avis. Les causes aujourd'hui sont multiples. D'abord, il y a les maladies et la suite, il y a les soucis. Les soucis pour résoudre des problèmes de foyer, problèmes de maison. Donc, je pense que, à mon avis, c'est ces deux-là qui causent aujourd'hui l'insomnie, qui peuvent causer aujourd'hui l'insomnie. Nous sommes dans un pays, moi dirais-je, pauvre. Même si on dit notre économie est grandissante, je ne défie personne, mais à mon avis, nous sommes dans un pays pauvre où toutes sortes de dépenses reviennent à l'homme qui, en revenant à la maison, se confronte déjà aux charges de la maison. Même dans la ville, il a ces soucis-là. Et arrivé à la maison, bon, les charges sont devant lui. Les enfants qui sont là, la femme qui est là, qui demande l'argent pour la maison. Il revient à la maison, à sa grande surprise. Il y a des choses à faire, des choses à quoi il n'avait pas pensé avant de sortir. Tout ça, la cause que dans la ville, tu penses, tu réfléchis à comment faire pour s'en sortir. Arrivé à la maison, tu te confrontes encore à d'autres problèmes, à d'autres charges qui te surprennent. Et des charges du lendemain qu'on doit résoudre aussitôt. Donc,
par malheur, si ton enfant tombe malade, tu vas en ville et à ton retour, tu vois ton enfant est malade. C'est des dépenses que tu n'avais pas prévues. Alors que notre ville, notre pays aujourd'hui, trouver l'argent est très difficile. Trouver l'argent est très difficile. Je pense que bon, si on dit aujourd'hui qu'il y a taux de vieillesse, il y a taux de mortalité, il y a beaucoup de soucis. Hein? Beaucoup de soucis. Il amène beaucoup à la mort. Disons-nous la vérité. Tu reviens à la maison, tu te confrontes aux dépenses, aux charges que tu n'avais pas prévues. Et ça vous empêche de dormir? Oui, ça empêche de dormir. Ça empêche de dormir. Tu commences pas à réfléchir. Dormir, bon, il faut dormir 6 heures de temps au moins la nuit, on dit. Mais si c'est malgré toi, le sommeil qui t'a pris, une heure où... Bon, j'ai rencontré une dame un jour qui m'a dit, faire pipi la nuit maintenant lui cause des soucis. Parce que si elle sort la nuit pour faire pipi, elle revient là, elle n'arrive plus à dormir. À cause des pensées, c'est une femme qui m'a dit ça. Le jour-là, j'étais tellement touché. Mais aujourd'hui, pensez à un homme qui, bon, toute la charge est sur lui. Donc, vraiment, dormir aujourd'hui, c'est prendre des somnifères. Hein. Vous avez connu des épisodes d'insomnie? Oui. Le dernier épisode, c'était quand? C'était quelle cause? Qu'est-ce qui a causé ça? Bon, la cause qui a causé ça, c'est une cause qui est très, très délicate. Que je suis 100% innocent dans ce problème. Rien ne me concerne pas dedans. Moi, ce que j'ai fait dans ce problème, c'est que j'ai aidé la dame. Mais finalement, elle est décédée. Donc, paix à son âme. Mais pourquoi elle a décédé? Parce que ses propres familles qui peuvent la aider au dernier moment, n'ont pas pu faire. Même au départ, lorsque moi je suis en train de lui aider, ce n'est pas moi qui va faire ça, c'est ses propres parents qui vont faire ça. Mais elle me suppliait, moi je lui fais ça. Mais le jour que j'ai appris qu'elle est morte, vraiment ça m'a donné insomnie pendant au moins une semaine. Vous n'avez pas du tout dormi pendant une semaine? Je dors, mais quand je me réveille dans la nuit profonde là, vraiment je commence par penser pourquoi? Combien on va dépenser sur elle? Tout juste de la prendre pour l'amener à là où les tuberculeux restent, là, Nazaré. Oui. C'est une dame qui souffre tellement de la maladie de Nazaré. Oui. Donc on ne l'a pas aidé. Comment vous avez fait pour retrouver le sommeil? Oui. J'ai commencé par oublier parce que je ne suis pas Dieu. Tout ce que Dieu a fait, tout est grâce. Alors, docteur, la plupart des sujets interrogés dans cette Vox Populi indexent une nuit. Il n'y a qu'un qui a dit qu'il a eu des troubles sur une semaine. Alors, quand c'est une seule nuit, c'est dans ce cas on parle de nuit blanche. La question, c'est de savoir la différence entre les nuits blanches et puis les insomnies, ou bien il n'y a pas de différence? Bon, il y a quand même une différence entre étiqueter une nuit de blanche. La nuit blanche, c'est la nuit pendant laquelle on n'a pas eu en fait l'opportunité de dormir. Ce qui va entrer dans une forme ou bien dans un des critères qui va retenir une insomnie. On peut avoir une insomnie avec une nuit qui n'était pas blanche, comme dans le cas d'un sommeil qui n'est pas réparateur. Okay. Mais le fait d'avoir une nuit blanche en fait nous amène à dire que le sommeil n'a pas eu en fait le temps qu'il aurait fallu pour être en fait réparateur. Donc nuit blanche, oui, nuit blanche c'est quand même en fait une condition qui fait parler d'insomnie. Cette voix nous permet de parler des causes. La plupart des personnes interrogées indexent les soucis quotidiens. Bon, si les soucis quotidiens nous empêchent de dormir, c'est que nous sommes tous souffrant de troubles du sommeil. Oui, mais en fait, on n'est pas tous souffrant de troubles du sommeil. Non. Si on dit que l'homme est toujours confronté à des problèmes, nous avons tous nos problèmes. Il y a certains qui nous empêchent de dormir. Oui, mais après, on n'a pas la même en fait, susceptibilité par rapport à des situations de la vie. Donc, si je reviens un peu sur la classification en fait, des insomnies, on n'a pas eu d'insomnie primaire. Les insomnies primaires, en fait, c'est des insomnies en fait, qu'on a sans vraiment cause organique retrouvée, on va dire. Et notamment dans ces causes-là,
on a par exemple en fait les conditions de stress. Les conditions de stress en fait qui sont responsables en fait d'une insomnie chez des sujets. Mais conditions de stress en fait, il faut quand même en fait se dire qu'on n'a pas tous en fait la même réaction à des situations de stress données de la vie. Donc un sujet X en fait qui a le même niveau de stress qu'un sujet Y peut développer en fait une insomnie liée à ce stress-là et que le second sujet en fait n'aurait pas développé. Mais le stress en fait représente l'une des causes les plus fréquentes. Le stress représente l'une des causes les plus fréquentes en fait de troubles du sommeil et d'insomnie. Le stress en fait représente l'une des causes les plus fréquentes d'insomnie. Mais d'insomnie primaire, il n'y a pas de cause organique. Mais les sujets en fait ont une susceptibilité différente par rapport à un niveau de stress. Donc, au même niveau de stress, on peut ou non développer des troubles du sommeil. En fait, un sujet X peut développer des troubles du sommeil et le sujet Y, avec le même niveau de stress, peut ne pas le développer. Donc, après, tout va dépendre également de la constitution de base de chaque individu, de son mental, de sa condition psychologique de base, qui fait en sorte que ce stress-là puisse impacter son sommeil. Donc, mais le stress reste en fait le facteur déterminant, ou bien l'un des facteurs les plus importants en fait dans la survenue d'insomnie, notamment l'insomnie primaire. Donc, mais en dehors du stress, on a également d'autres situations qui peuvent être responsables d'insomnie, notamment, surtout dans les insomnies primaires, les insomnies sans cause organique, on a la condition en fait professionnelle qui peut influencer sur l'insomnie. On a des sujets qui, pour des raisons professionnelles ou des raisons peut-être académiques en fait, ont dû modifier le cycle du sommeil. Je parle par exemple des sujets qui ont eu l'habitude de travailler dans la nuit, que ce soit même en fait le personnel médical, que ce soit en fait les agents de sécurité, qui pour une raison ou pour une autre en fait ont été obligés de travailler dans la nuit. Sur la durée en fait, on a ce risque-là en fait de modifier notre cycle en fait journalier, ce qui serait en fait responsable après dans la durée d'insomnie. Que ce soit le stress, que ce soit les conditions ponctuelles ou continues de la vie professionnelle ou sociale, tous ces éléments-là en fait sont responsables de ce qu'on appelle des insomnies primaires. Donc pas de cause organique, c'est juste en fait des conditions de vie qui sont responsables de cette insomnie-là. Donc secondairement en fait on a les insomnies secondaires. Les insomnies secondaires, c'est des insomnies qui seront liées à des pathologies. Pathologies, ça peut être des pathologies organiques, que ce soit des pathologies psychiatriques, des pathologies en fait endocriniennes, métaboliques, qui vont faire en sorte que en fait l'organisme, dans cette condition de ne pas bien se porter, draine aussi en fait le sommeil. Donc, il va représenter en fait l'un des signes en fait de ces pathologies-là. En termes d'insomnie secondaire, on a également des insomnies qui sont liées à des prises médicamenteuses. Prises médicamenteuses, autant dans le sens où il y a des médicaments qui sont responsables d'insomnie, il y a des médicaments qui sont étiquetés comme responsables d'insomnie, il y a également des médicaments dont l'arrêt brutal en fait peut être responsable d'insomnie. Et paradoxalement, ce sont des médicaments qui sont utilisés pour traiter en fait les insomnies. Donc, c'est pour ça que dans les prises médicamenteuses, il ne faut jamais s'aventurer dans les prises en fait intempestives de médicaments. Une automédication, autant dans la prise, mais également en fait une automédication en fait dans la décision d'arrêter un médicament. Tous les médicaments ne s'arrêtent pas spontanément. Donc dans ces situations-là, ces conditions peuvent être également responsables de troubles du sommeil, notamment des insomnies. On a également des prises de toxiques, que ce soit en fait la prise d'alcool, la prise de tabac, la prise de drogue, qui peuvent être responsables en fait des insomnies chez les sujets. Donc, toutes ces conditions-là, que ce soit des pathologies qui ne dépendent pas toujours en fait du sujet en lui-même, des prises médicamenteuses ou des arrêts de certains médicaments, ou en fait des prises de certaines substances toxiques, ces conditions-là peuvent être également responsables d'insomnie. C'est pour ça justement il faut pouvoir, dans une situation d'insomnie en fait, il faut pouvoir quand même avoir le réflexe de consulter pour pouvoir être sûr qu'on est dans une situation où cette insomnie en fait est primaire ou probablement secondaire. Puisque vous avez étudié le cerveau, dites-moi, comment le stress agit concrètement sur le cerveau pour empêcher de dormir? Après, le stress qui empêche de dormir, si on remonte un peu en fait aux différentes phases du sommeil, on avait parlé du sommeil qui est léger, du sommeil qui est profond. Donc le cerveau en fait dans un sommeil qui est profond,
il est, disons, en hypoactivité, il est presque au repos, le cerveau. Donc, pour un sujet qui, sur la durée, parce qu'au début du sommeil, en fait, souvent on essaie de refaire un peu une checklist ou bien un check-up en fait de sa journée. Donc, si vous mettez dans une situation où vous êtes en permanence en train de vous ressasser une situation particulière qui vous préoccupe, vous entrez souvent dans un cercle vicieux. Le cercle vicieux, c'est que cette situation-là vous stresse. Le stress vous empêche en fait, empêche à votre cerveau en fait de se mettre complètement au repos, parce qu'il se dit qu'il y a une situation en fait qui ne va pas. Donc le fait qu'il s'habitue à ne pas être complètement au repos le met dans une spirale où en fait il est presque en permanence en fait en éveil. C'est comme en fait un sujet ou un enfant qui se trouve dans une situation où il a l'impression qu'il y a toujours un danger. C'est toujours compliqué en fait d'aller complètement au repos quand on a l'impression qu'il y a toujours un truc qui ne va pas. Donc voilà. Donc en fait ce cerveau-là n'arrive pas à se reposer complètement. Et donc un cerveau qui ne se repose pas complètement, il vous empêche d'avoir un sommeil qui est profond. Donc vous avez l'impression d'être couché 7, vous avez l'impression d'avoir passé 9 heures ou bien 8 heures de temps avec les yeux fermés, mais au fond en fait vous n'avez en fait que les yeux qui étaient fermés, mais le cerveau lui-même en fait était toujours en train peut-être de se ressasser ces situations-là. La problématique c'est que dans ce genre de situation ou de conditions, quand on est dans le cercle vicieux, plus ça se répète, plus le risque que l'insomnie dure en fait est importante. Donc plus la situation va perdurer dans le temps, plus le cerveau va s'habituer à cette façon de fonctionner, plus en fait le patient peut développer une insomnie qui devient beaucoup plus longue sur la durée, qui peut passer à beaucoup plus de 6 mois. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont susceptibles de faire des types d'insomnie? Oui, bon, disons qu'il y a quand même dans tous ces éléments qu'on a quand même cités, il y a quand même des gens qui peuvent être susceptibles, soit déjà prédisposés. Il y a quand même une petite note en fait génétique qui peut expliquer que certaines personnes en fait aient des troubles du sommeil ou pas. Il y a également en fait des personnes susceptibles déjà avec les facteurs qui peuvent en fait influencer le sommeil. Comme j'ai eu à parler là de la profession. Une profession qui vous amène à ne pas vous endormir la nuit, vous prédispose déjà en fait à développer peut-être en fait une insomnie. Ce qui ne veut pas dire que tous les sujets qui sont dans cette profession-là vont en développer, mais c'est déjà en fait un facteur qui va prédisposer. Donc toutes les conditions qui pourront s'apparenter à des causes d'insomnie sont des situations qui vont prédisposer en fait une personne à développer en fait des troubles du sommeil. On parle aussi des personnes âgées qui, elles, sont contraintes à le faire pratiquement. Contraintes à faire des insomnies. Après, c'est pas toujours aussi évident. Il n'est pas convenu que toutes les personnes âgées auront à développer des troubles du sommeil. Donc, si pour une raison ou pour une autre, en fait, une personne âgée a des troubles du sommeil, il faudra forcément retrouver en fait une cause de ces troubles du sommeil. Donc, l'âge n'est pas en fait un élément qui va conditionner en fait les troubles du sommeil. Si pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas eu d'autres facteurs qui pourraient vous donner des troubles du sommeil, ou notamment en fait une insomnie. Donc, il y a quand même des gens qui sont beaucoup plus âgés, qui ont des sommeils qui sont très paisibles, qui ne s'en plaignent pas, qui ne sont pas en fait obligés de prendre des substances ou des médicaments pour pouvoir dormir. Est-ce que ces causes qu'on vient de citer sont valables pour des enfants qui font également des épisodes d'insomnie? Oui, en fait, les causes sont valables autant pour les enfants que pour les adultes. En termes d'insomnie, les causes sont valables autant pour les enfants que pour les adultes. Après, il y a notamment des situations qui seront peut-être plus spécifiques d'un enfant que d'un adulte. L'adulte est, par exemple, plus prédisposé à certaines pathologies qu'un enfant. Mais dans l'un des facteurs également, par exemple, d'insomnie, notamment nocturne, parce que là, on parle de la nuit, il y a par exemple le fait d'avoir des siestes un peu trop prolongées dans la journée. Une sieste un peu trop prolongée dans la journée. Il est fréquent de voir les enfants dormir beaucoup plus longtemps dans la journée. Après, puisque je vous ai dit au départ qu'on a un cycle journalier d'activité et de repos, si pour une raison ou pour une autre vous avez eu à vous reposer déjà assez dans une journée, là c'est presque évident ou bien presque normal que dans la nuit, vous n'avez pas en fait cette facilité-là. Mais pourquoi? Si la nuit elle est faite pour dormir et que on a eu la chance d'avoir une petite sieste ou bien une longue sieste à faire en journée, pourquoi le cerveau lui doit travailler quand on doit se coucher? Non, parce que là, à cet instant, c'est vous qui décidez en fait du fait que vous voulez vous coucher ou pas. Mais le cerveau a déjà eu en fait sa phase ou sa période où il a eu en fait à se reposer. Donc sur les 24 heures, si vous avez passé 2 heures, 3 heures de temps en journée à dormir, en fait, le cerveau dans la nuit n'aura pas cette même envie là de se reposer parce qu'il a déjà eu en fait sa phase où il était en fait au repos.
Donc c'est pour ça aussi les soins recommandés de ne pas avoir des siestes un peu trop prolongées dans la journée. Donc chez les enfants, ça peut être, ça peut être l'un des facteurs qui peut expliquer des insomnies. Quand on met de côté tout ce qui est pathologie qui pourrait être responsable d'insomnie. Comment vous faites le diagnostic de l'insomnie? C'est vrai que vous avez parlé de 6 mois de nuit blanche, mais comment vous faites le diagnostic? Non. D'abord, pour poser le diagnostic d'insomnie, ça reste en fait un diagnostic qui est, on va dire, clinique. Clinique, c'est sur les éléments qui sont rapportés par le patient ou bien par le sujet. Donc, c'est pour ça que la première phase, en fait, pour poser le diagnostic d'insomnie, reste en fait un interrogatoire avec le patient. Donc, le patient vient, il va décrire en fait ce qu'il estime lui-même être une insomnie, préciser également l'heure de coucher, l'heure de réveil, la qualité du sommeil. Et on amène souvent les patients à faire ce qu'on appelle un agenda du sommeil. Donc, en fait, il faut quand même que le patient puisse marquer sur un agenda également exactement comment se passent ces différentes nuits. Donc, sur cette base-là, déjà sur cette base clinique-là, c'est suffisant pour étiqueter un patient d'insomnie et également de parler de la durée, depuis quand en fait il a ces insomnies-là. Donc, le diagnostic n'est pas en fait compliqué, on va dire. Le diagnostic est facile à partir du moment où en fait on se trouve devant en fait un spécialiste ou un personnel de soins, un personnel de santé. D'accord. Maintenant, quand on se couche, quand on va au lit, on est censé trouver le sommeil dans quelle durée? Pour pouvoir aider à faire le diagnostic, on est censé trouver le sommeil dans quelle durée? Et quand on ne trouve pas, et c'est successivement, on peut dire, ben voilà, je fais certains épisodes de sommeil. Non, après, ça va dépendre toujours de la condition dans laquelle on est allé se coucher. C'est-à-dire les conditions? Ça dépend parce que là, quand on prend le premier cycle du sommeil qui va démarrer quand vous allez vous coucher, et comment vous allez vous coucher, vous avez, en fonction également de votre habitude, en fait, de votre rythme de base, parce que en fait, chaque sujet en fait a ses habitudes ou son chronogramme, on va dire en termes de sommeil. Donc vous commencez par vous poser des questions, justement vous-même, en fait, à partir du moment où la durée que vous avez de base pour entrer dans le sommeil commence à être beaucoup plus prolongée. Mais là, en supposant que vous vous mettez dans les conditions qu'il faut pour dormir. Conditions qu'il faut pour dormir, quand je vous donne l'exemple d'un sujet qui va se coucher à 23 heures, avec la télé allumée, la radio allumée, le portable allumé, la lumière allumée, ce cerveau en fait est encore en pleine activité. Donc, il ne serait pas non plus anodin que ce patient-là ou bien que ce sujet-là ait plus de mal à entrer dans le sommeil. Ce ne sera pas pareil que ce sujet qui va se coucher à 23 heures, qui a eu la télé éteinte depuis peut-être 1 heure de temps, la lumière qui est quand même un peu plus faible, la radio qui est éteinte, le portable qui est éteint depuis plus d'1 heure. En fait, ce ne sera pas pareil en termes d'entrée dans le sommeil. Donc, entrer dans le sommeil va dépendre de l'état que votre cerveau a au moment où vous décidez d'aller vous coucher. Parce qu'il y a une différence entre le moment où vous décidez d'aller vous coucher et le moment où le cerveau en fait, lui décide en fait, de se coucher. Donc, quand vous couchez et que votre cerveau est encore en pleine activité, c'est presque évident que vous prenez beaucoup plus de temps avant d'entrer dans le sommeil. Il n'y a pas un délai fixe, au fait. Bon, moi, je ne dirais pas qu'il y a un délai fixe. Après, ça va dépendre beaucoup plus du sujet en lui-même. Est-ce que l'insomnie peut amener à une certaine complication sur l'organisme? Oui, en fait, l'insomnie, l'un des risques en fait, d'avoir des insomnies, c'est par rapport notamment à votre qualité de vie en journée. Et on est beaucoup moins productif en fait, quand on a un sommeil qui n'est pas bien dans la nuit. Sachant que le sommeil était supposé en fait, vous permettre de vous reposer, de faire en fait, le recharge du batterie. C'est comme votre portable qui est déchargé, vous le mettez en charge. Donc un portable qui est mis en charge de façon non complète, à 25%, il tient moins bien en fait en journée. Donc c'est pareil. Donc le premier risque en fait d'avoir un sommeil qui n'est pas bien dans la nuit, c'est d'avoir une qualité de vie en journée qui n'est pas bonne en termes de productivité. Donc que ce soit en fait sur le plan professionnel, que sur le plan relationnel avec les gens, que sur le plan aussi en fait de votre faculté ou bien de votre facilité à interagir avec les gens, la facilité que vous avez en fait à réfléchir et autres. Mais ça c'est d'abord sur la qualité de vie. Mais on peut avoir également des conséquences sur le plan de la santé. Parce qu'un sommeil qui n'est pas bien vous rend beaucoup plus anxieux en journée. L'anxiété est l'un des facteurs, l'anxiété, le stress est l'un des facteurs qui pourrait être responsable en fait de développer en fait une hypertension artérielle par exemple, comme complication sur le plan médical. Oui, si. Donc le stress représente en fait un des facteurs, un des facteurs de risque en fait de développer des pathologies vasculaires. Donc dans cette spirale-là, quand vous enchaînez des insomnies, vous êtes susceptible en fait de développer certaines pathologies. Mais la première conséquence reste sur le plan social, sur le plan relationnel avec les gens.
et vous n'avez pas non plus bonne qualité de vie. Avant-dernière question, est-ce qu'on peut s'en libérer, docteur? Mais si, en fait, on peut se libérer de l'insomnie. Tout va dépendre également de la cause. Tout part de la cause. Tout part en fait de la cause, justement. Tout dépend de ce qui est responsable de cette insomnie-là. Parce que se libérer d'une insomnie revient à parler de traiter l'insomnie. Au fond, en fait, l'insomnie se règle quand la cause en fait est réglée. Donc, si la condition, la situation qui vous amène à avoir des insomnies, c'est une situation de stress. Si pour une raison ou pour d'autres, en fait, cette situation de stress a été gérée, que vous êtes dans de meilleures conditions, votre sommeil va reprendre. Si on estime que vous avez une mauvaise hygiène du sommeil, c'est quand je parlais par exemple des sujets qui allaient se coucher avec la télé allumée, la lumière allumée et tout. Si on se rend compte que dans votre quotidien, que c'est parce que vous avez une mauvaise hygiène, que vous avez en fait une insomnie, en améliorant en fait cette hygiène du sommeil là, on pourrait en fait régler votre taux du sommeil. Si on se rend compte que c'est votre mauvaise hygiène en fait, que ce soit en fait sur le plan alimentaire, sur le plan de l'activité physique n'est pas bonne, quand ces situations sont réglées, il est tout à fait normal que vous ayez en fait un sommeil qui soit beaucoup plus profond, beaucoup plus récupérateur. Donc, quand on a des pathologies organiques qui sont responsables de l'insomnie, traiter ces pathologies organiques-là peut faire en sorte que vos taux de sommeil en fait soient réglés. Donc, tout va dépendre en fait de la cause de votre insomnie, sachant que on part du principe que une insomnie en fait peut se traiter et on peut s'en débarrasser. C'est vrai, la durée pour s'en débarrasser, les situations, les conditions en fait pour s'en débarrasser vont varier d'un sujet à un autre, mais on part du principe que en fait c'est pas une condition qui est incurable, mais la prise en charge peut être autant longue que rapide. À quel moment alors faites-vous recours aux médicaments pour pouvoir soigner les patients qui sont en détresse, je vais dire? Oui, bon, en fait, sachant que les médicaments devraient être le dernier recours. Les médicaments doivent être les derniers recours en fait dans la prise en charge de l'insomnie. Le cerveau peut gérer lui-même peut se remettre lui-même en fait en condition si on a libéré un peu. Donc on va d'abord initialement sur la base d'améliorer en fait l'hygiène de vie, l'hygiène du sommeil et tout. Bon. Si pour une raison ou pour une autre, en respectant tous ces facteurs-là, on n'a toujours pas un sommeil qui est bien, sachant qu'un seul sommeil qui est bien également va prendre en compte en fait la qualité de vie du sujet. Donc, on peut être amené justement à cette étape-là en fait à utiliser des médicaments qui souvent en fait auront une durée pas très longue non plus, pour s'habituer en fait le cerveau à se remettre en fait en condition. Donc, les médicaments, il faudra garder que c'est à utiliser en dernier recours. Si les autres mesures en fait n'ont pas fonctionné. Et l'idéal, c'est d'utiliser le moins de médicaments possible à la dose la plus faible possible. Alors, dernière question, comment bien dormir pour avoir ce sommeil réparateur de qualité, être productif surtout? Comment bien dormir revient d'abord à avoir une bonne hygiène de vie. Bonne hygiène de vie, donc bonne hygiène sur le plan alimentaire, bonne hygiène sur le plan de la condition physique, bonne hygiène sur le plan en fait des activités professionnelles. Bon, après, il y a des conditions, il y a des activités professionnelles qu'on ne choisit pas non plus, c'est vrai. Mais ça part d'abord de là. Puis maintenant, avoir un rythme de sommeil en fait régulier, notamment avoir une heure de coucher presque identique tous les jours et une heure de réveil presque pareil. Ah, oui. En fait, il faut habituer le cerveau à une certaine norme. Donc, avoir des heures régulières de coucher et de réveil. N'est-ce pas dangereux? C'est-à-dire quand vous vous libérez un peu plus tôt que 7 heures, ça veut dire que votre cerveau ne va jamais dormir. Le plus important, ce n'est pas l'heure à laquelle vous avez vraiment dormi. C'est le fait que vous ayez pu dormir et que votre cerveau ait pu se reposer. Que vous couchiez à 0 heure, que vous vous réveillez à 9 heures, ou que vous couchiez à 21 heures, que vous vous réveillez à 5 heures, en fait, ça revient à la même chose tant que vous avez un sommeil qui était réparateur pour vous. Donc, il faut quand même essayer d'avoir un rythme en fait, qui est précis, qui est identique, pour habituer en fait, le cerveau à aller se coucher à 22 heures, à se réveiller à 5 heures, parce que vos activités professionnelles vous obligent à vous réveiller tôt. Il faut se mettre dans les meilleures conditions pour aller dormir. Les meilleures conditions pour aller dormir, c'est un peu comme tout ce que j'avais cité. Il faut s'éloigner au maximum de tout ce qui est stimulation cérébrale avant d'aller dormir. C'est vrai, on est dans une époque où voilà, on se débarrasse très tardivement d'un téléphone portable.
on a envie de dormir avec de la musique. Bon, c'est vrai que la musique peut parfois aider, mais bon. On a quand même des stimulations qui sont là. La télévision, on a la lumière qui est allumée pendant qu'on dort. Au moment où en fait on ferme les yeux, le cerveau est toujours en train de capter toutes ces informations-là. Donc il prend du temps en fait pour s'endormir. Donc il faut s'éloigner au maximum de tout ce qui est stimulation cérébrale avant d'aller se coucher. Avoir une hygiène alimentaire, une hygiène en termes de conditions physiques, hygiène en termes de situation de travail, des heures régulières de coucher et de réveil. Et tout ça, normalement, ça devrait pouvoir permettre en fait de mieux dormir. Et comme j'ai dit, il y a des situations qu'on ne choisit pas soi-même. Mais au maximum, en fait, il faut agir sur les situations en fait, sur lesquelles on peut avoir en fait un impact et laisser ce sur quoi on ne peut pas agir. Et donc, ce serait essentiellement ça pour avoir un meilleur sommeil. Après, par rapport aux conditions, aux causes qu'on a citées, bon, les prises de toxiques, il faut s'éloigner des toxiques qui pourraient être responsables d'insomnie. Il faut s'éloigner d'une automédication qui pourrait être très délétère, notamment en termes de sommeil. Il faut également éviter ou bien prendre en charge des pathologies qui seraient responsables en fait d'insomnie. Tout ça en fait pourrait quand même nous permettre de mieux dormir, sachant que ça n'empêche pas quand même qu'on ait des nuits isolées ou pour une raison X ou Y, en fait on a une nuit qui ne s'est pas forcément bien passée, sans que ça ne rentre en fait dans une spirale de plusieurs nuits sur une période beaucoup plus longue qui pourrait être responsable d'insomnie. Merci, docteur. Je vous remercie. Voilà, nous en savons un peu plus maintenant donc sur les types de troubles du sommeil. L'insomnie, vous savez maintenant ce que c'est et comment donc savoir que vous souffrez d'insomnie. Il m'a rejoint, André Alirono, pour la seconde partie. Bonjour André Alirono. Bonjour Angèle, bonjour chers téléspectateurs. Vous allez bien ce matin? Ça va, je vais très bien. Vous avez bien dormi? Très bien dormi, oui. Vous dormez combien de temps? En moyenne, je dors en 2 temps, mais je dors 6 ou 7 heures. 6 ou 7 heures. Oui. Sans perturbation dans la nuit? Non, normalement, avec un réveil, peut-être, souvent, un réveil. Quand je ne suis pas perturbé, oui, pour aller uriner sous la douche. Hein. Et après, quand je ne suis pas perturbé, c'est un réveil. Mais quand je suis vraiment comme cette nuit où souvent même le réveil, on n'a pas envie de se sortir du lit. Vous n'avez pas envie de sortir du Oui. lit. Et vous allez manger comme si vous ne sortez pas du lit. Non, ça pas le matin. Quand le temps est arrivé, moi j'ai j'ai une programmation hormonale un peu spécifique. Quel que soit ce que je fais, quel que soit là où je suis, à partir de 22 heures, mon organisme depuis fort longtemps a été formaté comme ça. Vous commencez à avoir sommeil, c'est ça? Je dors. Ah, quel que soit où je suis, je vais forcément fermer les yeux. Donc je fais attention à ne pas être dehors à 22 heures. Quand je suis dehors, à ne pas être au volant ou à ne pas être à moto. Et je suis assis quelque part, mais vous allez constater que je ne suis plus parmi vous. Même si je suis dans un bar, vous ne savez pas que je suis sous mais quand 22 heures sonne, mon horloge hormonale dit tout de suite il est l'heure. Donc ça fait que je traîne souvent pas dehors parce qu'à partir de 22 heures, il faut que je récupère au moins 15-20 minutes de sommeil avant de relancer si possible et de retarder peut-être. Aller me coucher à 1 heure, me coucher à 2 heures, selon ce que... Bon, pas 2 heures, là je n'arrive plus. Mais jusqu'à... Si j'ai des tâches, j'ai des activités à faire jusqu'à 23 heures, 1 heure du matin, oui, je peux prolonger. Et puis après, ça ne va pas diminuer mon temps de sommeil. Hein. Je récupère dans... C'est-à-dire, au lieu de me réveiller à 6 heures, à 5 heures, je vais peut-être me réveiller à 7 heures. Plus je dors tard, plus je vais me réveiller tard. Mais je respecte le rythme. Et quand vous fermez les yeux à 22 heures, là, vous arrivez à encore dormir dans la nuit? Et ma famille vous dira que même si vous mettez la télé avec BAF, à 22 heures, je n'entends plus rien. Non, la question c'est après, c'est-à-dire oui, 15 oui, minutes. Bien sûr, je dors 15-20 minutes. Je peux dormir 1 heure, ça dépend. Si je suis vraiment fatigué, à partir de 22 heures, si j'ai pas une préoccupation, j'ai pas programmé dans ma tête, rendre un document, faire quelque chose, je peux dormir de 22 heures et me réveiller à 1 heure
peux dormir de 22 heures, me réveiller à minuit. Ça peut faire 2 heures, ça peut faire 3 heures avant que je ne me réveille pour la première fois. Mais si j'ai une urgence, au moins, il faut que je récupère les 20-30 minutes. Bon, j'ai été formaté, pour ne pas dire, je me suis formaté comme ça depuis le collège, en fait. Pour pouvoir, je n'arrivais pas, jeune, à pouvoir suivre le rythme de mes camarades de groupe d'études, travailler de 16 heures jusqu'à 2 heures sans... Moi, je n'arrivais pas. J'étais vraiment... Donc, j'ai appris à séquencer mon sommeil pour pouvoir récupérer normalement. D'accord. Il vous arrive de faire des insomnies? Oui, bien sûr, comme tout le monde. D'accord. On va approfondir cela. Pour vous, c'est vrai que nous avons entendu Dr Diagoua sur le sujet, mais pour vous, quand on parle de troubles de sommeil, ça regroupe quoi? Ben, c'est deux choses. Troubles de sommeil, c'est tout simplement que il y a une perturbation dans votre rythme normal de dormir. Votre façon normale, la façon normale, conventionnelle de dormir, il y a une perturbation dedans. Pas comme je viens de le décrire en disant pour moi, parce que c'est aussi adapté. Il faut regarder l'adaptation de chacun. Mais toujours est-il que la vie est un cycle, pour ne pas dire une journée est repartie en cycle de, on dit la règle de 3. Vous avez 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs et 8 heures de travail. Et donc, quand vous prenez les 8 heures de sommeil, souvent c'est les bébés qui arrivent vraiment à le faire. Oui, Adultes, on force, on essaie d'élargir un peu les heures de travail, pas de loisirs même. Comment dire, on prend un peu sur les heures de loisirs, on prend un peu sur les heures de sommeil pour pouvoir élargir la journée de travail. Mais c'est l'organisme qui encaisse. Donc, il y a que l'organisme va réagir d'une manière ou d'une autre. Et ça va réagir de façon générale de deux façons. Ça va réagir suivant le taux de stress, le degré de stress, la profondeur de vos stress. Soit vous allez avoir des insomnies, parce qu'il y en a plusieurs, soit vous allez avoir l'hypersomnie. Et là, bon, je vais aller rapidement sur l'hypersomnie. Vous savez, la vie est régie de stress, de soucis, d'anxiété, pour certains, de dépression. Et tous les défis qu'on doit relever au quotidien, c'est des défis qui, pour certains, deviennent des fardeaux, des poids traumatiques, des poids psychologiques, j'ai envie de dire, des poids psychologiques. Et donc, ces douleurs, ces poids, ces fardeaux, selon leur lourdeur dans la vie de l'individu, soit il va réagir suivant ses caractéristiques, soit il va réagir en ayant un sommeil perturbé, vraiment perturbé. Dans quel sens? Il n'arrive pas, son sommeil n'est plus réparateur. Ça ne l'aide plus, comme vous l'aviez dit dans l'introduction, ça ne l'aide plus sur le plan physique, sur le plan psychologique, à se sentir bien. Parce que quand vous dormez bien, l'indice, comme on le dit souvent, l'indice, quand vous dormez bien, vous vous réveillez, vous êtes bien. Vous vous sentez dans tout ce que vous êtes, autant physiquement, dans vos pieds, dans vos têtes, dans vos bras, vos doigts, tout, vous sentez qu'il y a de l'énergie. Vous avez envie de faire quelque chose. L'élan qui vous porte tout de suite au réveil, c'est qu'est-ce que je fais? On commence par voir la planification. On est vraiment plein d'énergie, on a envie d'aller de l'avant. Mais quand vous ne dormez pas bien, vous êtes lourd au réveil. Vous êtes tellement lourd, même les pas, d'abord pour sortir du lit, vous sentez votre poids. Vous sentez totalement votre poids. Et vous allez voir souvent qu'on remarque que même le matelas, on a pesé plus qu'il faut. Comme si on a mis quelque chose sur nous, le matelas allait encore plus en profondeur. Et donc, ce sont des signes peut-être physiques là, mais c'est juste pour dire que vous n'avez pas bien dormi. Parce que pendant le sommeil, l'organisme travaille, continue de travailler. Il y a des organes qui continuent de quand même travailler pour vous permettre de vous réveiller comme si vous n'aviez
pas travailler la veille, pour vous donner de l'énergie, pour vous permettre de repartir à zéro. Et c'est seulement à ce rythme-là de renouvellement de soi qu'on arrive à avoir une vie longue, à bien vivre pendant longtemps. Mais si on ne donne pas assez de temps à l'organisme de restaurer, de réparer, de ranger tout ce qu'on a fait au cours de la journée précédente, et que l'organisme en plein travail, on vient encore le surcharger sur d'autres activités parce qu'on a des urgences, il va arriver un moment où il va se sentir débordé, totalement débordé. Et là, bonjour les dégâts, il est débordé, il n'arrive plus à ranger rien, et vous allez commencer par être vraiment perturbé dans tout ça. Bon, qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui, parce que vous avez dit que vous devez aller sur l'hypersomnie avant qu'on revienne à l'insomnie. Bon, là... Ce que je suis en train de dire en faisant tout ce développement, c'est que vous allez réagir de deux façons. Hypersomnie. L'hypersomnie, c'est que tout ce stress que vous ressentez dans votre tête et que vous redoutez, lorsque vous arrivez à rentrer dans le lit, vous n'avez plus envie de sortir. Vous voulez continuer par dormir parce que là, vous ressentez un peu comme si vous fuyez les problèmes. Vous n'avez plus envie de... Parce que les problèmes vous attendent. Dès que vous allez sortir du lit, il faut encore partir rentrer dans les problèmes. Donc, on prolonge consciemment, mais quelque part, très inconsciemment, le sommeil. On n'a pas envie de sortir du lit. Mais à l'opposition, il y a les insomnies qui se présentent aussi sous plusieurs formes. C'est-à-dire là, les mêmes soucis, le même stress fait que vous vous dites, il n'y a pas question de dormir. Vous êtes sur un mode vigilance, hyper-vigilance, je vais dire. Mais est-ce que c'est soi-même qui se dit qu'il n'y a pas question de dormir? C'est dans la tête que ça se passe. C'est dans la tête que ça se passe parce que quand on va rentrer dans les traitements, vous allez voir que tant que vous ne libérez pas dans la tête, quels que soient les médicaments qu'on va mettre dessus, ça ne va pas réagir. Donc, c'est vraiment dans la tête. Donc, vous êtes sur un mode hyper-vigilance. S'il y a danger, il n'y a pas question de baisser, de dormir. Il faut mobiliser toute son énergie pour affronter le danger. Donc, dormir, c'est accepter peut-être mourir, c'est accepter perdre la face. Les problèmes sont là, il faut que je sois en éveil pour pouvoir les résoudre. Donc, tant que vous n'avez pas encore trouvé solution, est-ce qu'il y a question de dormir? Non. Donc, en fonction de votre estimation de votre problème, vous vous dites, je dors pendant 2 heures, il faut que... Dès qu'il y a un petit bruit, vous vous réveillez parce qu'en réalité, vous n'avez pas dormi. Vous n'avez pas dormi profondément. Vous êtes couché, mais vous n'avez pas laissé l'organisme faire son travail. Vous êtes encore dans le contrôle. Et donc, pour certains, ils vont arriver peut-être à se coucher. Je peux dire, ils se couchent, mais le moindre bruit à côté d'eux les réveille et puis c'est fini. Mais il y a des gens qui n'ont pas le sommeil profond aussi. Oui, oui. Mais ici, il faut remarquer qu'il y a la question réparation du sommeil. Il y a la question réparation du sommeil. Parce que tout est aussi question d'éducation et d'habitude. Si le fait que vous vivez sur un mode où vous avez un sommeil pas du tout profond et que tout le monde autour doit faire très attention parce que le moindre bruit vous réveille et que vous n'arrivez plus du tout à dormir et qu'au réveil, pour ne pas dire au cours de la journée, vous êtes tellement lourd, vous n'arrivez pas à faire votre travail correctement parce que vous n'avez pas l'énergie qu'il faut. Là, il y a un problème d'insomnie. Il y a vraiment un problème d'insomnie. Parce que vous savez, comme je l'ai dit, vous pouvez modeler votre organisme sur un mode au point où, lorsque vous allez dormir ne serait-ce que 30 minutes, 40 minutes, ça va être récupérateur pour vous. Comme on le dit souvent dans le milieu professionnel, la pause est sacrée. La pause est sacrée. S'il faut, même si vous n'allez pas dormir, couchez-vous pour quand même permettre à l'organisme de mettre une pause sur tout ce qui était en train de... C'est important. Donc, chacun module selon, sa convenance, selon son truc. Mais
il faut savoir que, quelle que soit la façon dont vous allez accepter ou vous allez orienter la modulation de votre cycle de sommeil, réveil, éveil, il faut inclure le mode réparation dedans, obligatoirement. Et c'est vous qui devez pouvoir déterminer cela. Donc, tant que votre sommeil n'est pas réparateur, il y a trouble, il y a problème. D'accord. Vous avez dit que quel que soit le trouble, ce qui est la cause, c'est le stress. Bon, on peut avoir plusieurs facteurs, hein, mais le noyau va être le stress. D'accord. Avant d'en venir au stress, quels sont ces autres facteurs alors? Bien, vous savez, tous les problèmes, pour ne pas dire toutes les situations de la vie, peuvent vous amener à être stressé et à induire, selon le niveau du stress, l'insomnie ou l'hypersomnie pour vous. Je prends un exemple simple, hein, une rupture amoureuse. Une rupture amoureuse, aussi banale, bon pas banale pour certains, mais aussi grave pour d'autres, mais une rupture amoureuse peut vous conduire à avoir l'insomnie. Ça, c'est toujours le stress. Il y a le stress qui vient après. Parce que la situation de séparation brusque ou brutale, traumatisante avec l'être aimé, vous met dans un état d'alerte. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça va créer un stress. Et dans ce stress qui vous met en alerte, à la recherche de compréhension, d'explication, vous n'avez pas le temps de dormir. Et vous restez permanemment en éveil. Et malheureusement, vous restez en éveil, mais en ruminant des situations, des mauvaises expériences en fait. Vous ruminez tout ce qu'il y a comme méfaits ratés dans cette relation. Donc le stress est maître du jeu. Quoi qu'on dise, le stress est maître du jeu. Obligatoirement. Obligatoirement. Parce que même la production des hormones qui vont, comme on le dit, hein, comme des hormones telles que, je n'ai pas envie d'employer des termes techniques pour embrouiller des gens, ce qui va vous faire, ces hormones qui vont vous faire dormir, qui vont vous calmer ou qui vont vous mettre en mode guerre, en mode affrontement, c'est commandé par votre degré de stress à l'intérieur. Plus vous êtes stressé, plus vous allez produire ces hormones d'éveil, de vivacité. Moins vous êtes stressé, moins vous allez produire, plus vous allez produire ces hormones qui vont vous apaiser, qui vont quand même calmer l'organisme et vous relâcher. Donc, le stress, le degré de stress, la gestion du stress interne est très, très, très important, pour ne pas dire est capital ici dans tout ce qui entoure les insomnies, ou pour ne pas dire les troubles du sommeil. Donc, quel que soit le facteur externe qui va venir, que ce soit un deuil, que ce soit une perte d'emploi, que ce soit, quel que soit le facteur, tout ce qui va venir, le traumatisme, c'est le stress qui va lui donner corps ou qui va lui donner vie. Donc, selon votre degré de stress, je le disais, vous allez peut-être avoir des réveils fréquents au cours de la nuit. On appelle, et puis quand vous vous réveillez fréquemment comme ça, déjà, on dit quand vous vous réveillez 3 à 4 fois au cours de la même nuit, il y a problème. Il y a vraiment problème. Et quand cela se répète sur une période plus ou moins courte, je vais dire, vous le faites pendant au moins 2 semaines là, il faut commencer par dire il y a quelque chose qui ne va pas. Vous rentrez déjà dans la dépression. Parce que l'insomnie aussi fait partie des symptômes phares de la dépression. Okay. Et en bas de l'insomnie, il y a le stress. Dans la dépression, il y a le stress, mais on ne va pas aller jusque-là. Donc, déjà, lorsqu'il y a ces réveils fréquents, lorsque vous n'arrivez pas à dormir, même quand vous allez au lit très tôt, vous faites l'effort d'aller au lit très tôt, 20h, 21h, vous êtes déjà au lit, c'est peut-être à 1h du matin, c'est peut-être à 0h que le sommeil va venir. 2 heures après, 3 heures après, 30 minutes après, 40 minutes après,
là, il y a un problème. Bon, il faut préciser déjà, comme vous l'avez dit, vous êtes formaté, il y a d'autres personnes aussi qui se sont formatées ainsi. Non, donc, pas en ça, allant dans le hors lit. de ce... Non, non, non. Attention. Moi, par exemple, comme je l'ai dit, quel que soit le milieu où je suis, même devant la télé, souvent c'est devant la télé, même devant la télé, au salon, dans le divan, le sommeil vient. Vous ne pouvez pas vous formater, aller au lit, passer 2 heures dans le lit avant que le sommeil ne vienne. Donc, on a forcément un problème. Dès que vous êtes dans le lit et que vous passez plus de 20 à 30 minutes, pour ne pas dire au-delà de 20 minutes, 25 minutes, il faut commencer par dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand vous rentrez dans le lit, c'est pourquoi aller dormir. Ce n'est pas pour aller cogiter, ce n'est pas pour aller ruminer. Mais il y a aussi ce qui peut causer peut-être cela, c'est comment on s'en va dormir. Si on s'en va dormir lourd, c'est clair qu'on ne va pas vite dormir. C'est ce que je dis, c'est que vous êtes parti dormir. Vous avez dit à l'organisme, j'ai mis pause à tout. Je veux aller dans le lit. Mais si vous vous dites, je veux aller réfléchir un peu avant de dormir, ça c'est autre chose. Mais vous allez pour dormir parce que vous avez fini la journée. Maintenant, vous rentrez, vous voulez dormir, mais le sommeil ne vient pas. Vous fermez les yeux, vous faites tout. Bon, pour certains, on prend des prières, on prend le chapelet pour que le sommeil vienne. Ouais, le chapelet n'est pas... Bon, on se dit, pour d'autres, on prend des livres, je vais lire pour pouvoir m'endormir. D'autres encore, on va dire c'est devant. Donc, quel que soit ce que vous êtes en train de faire pour pouvoir dormir, que le sommeil ne vienne pas, vous comprenez qu'il y a problème. Parce que vous cherchez ça, mais ça ne vient pas. Donc, ce n'est pas que vous êtes modelé pour aller souffrir dans le lit pendant 40 minutes, 45 minutes. Maintenant, pour d'autres encore, il va aller dans le lit, il va dormir, mais il ne va pas avoir un sommeil réparateur et il ne va pas avoir le temps nécessaire de dormir. À peine 2 heures, 3 heures, il se réveille. Ce que je dis, ça ne s'applique pas aux bébés, aux nouveau-nés, ça ne s'applique pas aux personnes de 3e âge. Parce qu'eux, ils ont des rythmes de sommeil différents. Adaptés à leur âge, à leur constitution, à leurs choses. Donc, on dit souvent que les personnes âgées, ce sont des couches tard, des lèvres tôt. Pourtant, c'est réparateur pour eux, selon leur âge. Donc, je parle d'adultes matures, d'adultes actifs, d'adolescents, de jeunes. Quand vous dites adulte actif, c'est voilà. compréhensible. Tout ça. C'est assez clair. Donc, ceux-là qui vont dans le lit, 2 heures, 3 heures, quand ils se réveillent, c'est fini, ils ne peuvent plus trouver le sommeil. Et il faut forcément maintenant qu'ils se mettent à travailler, à faire quelque chose pour avancer. Je ne parle pas de ceux qui se sont imprimés certains rythmes où ils vont peut-être dormir tôt, se réveiller autour de 3 heures, se réveiller autour de 2 heures, travailler jusqu'à 5 heures, récupérer un temps de sommeil et récupérer le reste dans la journée. Je ne parle pas de ceux-là. Je ne parle pas de ceux-là. Je parle de ceux qui, c'est-à-dire vous êtes partis, l'objectif, c'est aller dormir. Bon, je pense qu'on va faire un petit résumé parce que moi, je suis quelque peu embrouillée sur la question là. Je ne sais pas si c'est le cas des téléspectateurs. Donc, pour ne pas encore les embrouiller beaucoup plus, on va partir sur troubles du sommeil. Quand on parle de troubles du sommeil, il y a l'insomnie, il y a l'hypersomnie. Il y a les insomnies, il y a l'hypersomnie. Maintenant, quand on parle de... Vous avez dit que l'hypersomnie, c'est celui qui dort beaucoup et qui n'a pas envie de se réveiller. Et ça n'a rien à voir avec les gros dormeurs. Ça dépend. Ce que vous appelez gros dormeur, c'est-à-dire, est-ce que ça le dérange? Parce que ici, on a parlé des troubles. On a parlé des troubles. Ce que vous appelez gros dormeur, pour moi, dès que ça devient un petit problème, ça devient un problème pour lui. Un trouble dans son rythme normal, c'est qu'il y a problème. On peut classer ça dans l'hypersomnie. C'est-à-dire, il dort plus qu'il n'en faut parce qu'il fuit un problème. D'accord. Maintenant, l'insomnie, ou les insomnies, parce qu'il y en a plusieurs. Le premier type, c'est lequel déjà? J'ai dit, c'est peut-être ceux-là qui se réveillent fréquemment. Ok.
Qui ont des sommeils entrecoupés. Des sommeils entrecoupés indépendamment de leur volonté, qui se réveillent vraiment fréquemment au cours de la nuit pendant une certaine période. Il y a ceux-là qui ils vont dans le lit, ils ont de la difficulté à trouver le sommeil. Là, finalement, ce n'est pas un trouble du sommeil, mais plutôt un trouble de l'éveil. Non, c'est toujours un trouble du sommeil. C'est l'insomnie. Ok, d'accord. Il n'arrive pas à trouver le sommeil. Et il le cherche. Il fait tout ce qu'il faut pour... Mais ça ne vient pas. Ok. Il y a ceux-là qui vont, mais qui dorment très peu. De façon, j'ai envie de dire, ils sont conscients que je n'ai pas assez dormi. Mais ils n'ont aucun pouvoir sur la possibilité de combler ce manque qu'ils ressentent dans le sommeil. C'est-à-dire, il peut aller se coucher tôt, mais il va se réveiller très tôt et ça va être parti. Il peut faire l'effort de dire, je vais me coucher un peu tard pour pouvoir dormir, mais il va se réveiller à la même heure pratiquement et il sent que c'est insuffisant, ce sommeil ne me suffit pas, mais il ne peut rien. Il y a ceux-là, et c'est là les plus graves, ils ne trouvent pas du tout le sommeil. Et il n'y a que le médicament qui règle le problème. Et encore, même avec le médicament, attention à, comment on dit ça, à la dépendance. Parce que il va prendre la dose peut-être normale pendant une période, mais il va lui falloir augmenter. Sur une période, il va lui falloir augmenter. Et au finish, cette molécule n'est plus adaptée. Il faut changer de molécule. Et il viendra vous dire, j'ai déjà essayé ça, j'ai déjà essayé ça, je prends ça, je prends ça. Et il prend des doses exponentielles, mais le sommeil, c'est comme si, quel que soit ce qu'il prend pour réguler, comment on dit ça? Il repousse toujours les délais de son sommeil et ça devient un gros problème. C'est-à-dire, même sur 24 heures, il est capable de ne pas fermer les yeux. Et là, il ne sera pas productif dans la journée? Justement, ça va être très lourd et ça va être le stress en permanence. Maintenant, ce cas-là, c'est toujours le stress qui cause ça à quelqu'un qui ne dort pas du tout. Alors là, pas du tout. C'est toujours le stress? On va aller plus loin en parlant peut-être de dépression, mais on trouvera aussi, c'est toujours la base du stress. Parce que, vous avez, ce qu'il faut, ici, c'est malheureusement, je ne sais pas les mots, c'est notre quotidien en fait qui fait problème. Et ce qu'on a ignoré ou ce qu'on a négligé peut devenir un gros problème demain et qu'on n'arrive vraiment pas à se rendre compte que c'était ce petit stress-là qui m'a conduit à ce niveau. La base a toujours été le stress. Maintenant, ça peut être récupéré par d'autres facteurs, par d'autres événements, d'autres choses qui vont renforcer cet état-là et qui vont vous amener dans un autre état. Mais en fait, la réalité, c'est que c'est toujours cette base-là qui est là. D'accord. Alors, ce stress qui demeure quand même le chef d'orchestre de ces troubles-là, est-ce qu'on peut le vaincre? Bien sûr. En quoi faisant? Et le stress, excusez-moi, mais est facilement vaincable ou bien vaincable. Permettez-moi de le dire. Mais, et mieux encore, sans dépenser un franc. Sans dépenser un franc. Si j'ai bonne mémoire, je crois qu'on a fait une émission comme ça dessus ici, où on a parlé de la musique, on a parlé du riz, on a parlé de prendre le coup de soleil, de la relaxation et tout ça. Et où on parlait, on disait, ce sont des thérapies très, 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 très efficaces contre le stress, mais à 0 franc et à la portée de tout le monde. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, la solution est là, mais la négligence nous amène à voir ça comme un problème irrésolvable. Et malheureusement, ça nous pourrit et ça crée d'autres, j'ai envie de dire, ça gangrène notre vie au point où ce n'est plus lui qui est en cause. Et c'est d'autres situations qui viennent récupérer et qui habillent autrement la chose. Et puis c'est parti pour, j'ai envie de dire, c'est parti comme ça. Et on se retrouve en réalité très malade et on cherche les causes ailleurs.
Le premier facteur sur lequel il faut fortement agir, et c'est personnel ici, c'est le stress. Éviter, diminuer si on ne peut pas éviter parce qu'on est dans un environnement qui produit fortement de stress. Il faut diminuer notre, d'abord, accessibilité au stress. C'est à nous-mêmes de travailler ça sur nous et diminuer notre perméabilité au stress. C'est surtout ça, notre perméabilité au stress, parce qu'on ne peut pas agir peut-être sur tous les facteurs qui nous environnent, qui vont produire le stress, mais on peut agir sur l'effet du stress sur notre organisme, sur notre psychologie, sur notre vécu, sur notre quotidien. Ça, on a pleinement le pouvoir de le faire. Bon, miser sur la musique, vous avez dit, d'autres éléments qui... Chacun a autour de lui beaucoup de moyens, comme on le dit, beaucoup de mécanismes qui l'aident à gérer son stress, mais il est conventionnel que la musique aide énormément, comme on le dit, la musique adoucit les mœurs. Et le rire, apprendre à rire, à être dans l'humour, à être dans la bonne humeur, diminue fortement le stress. Et pour d'autres, ça va être le sport. Faire régulièrement le sport va aider l'organisme à mieux gérer le stress. Et pour d'autres, ça va être s'adonner à une activité, rester dans une activité qui a de la valeur, qui a du sens et qui lui permet quand même de pouvoir, pour mieux encore, on va dire, pratiquer la relaxation, ça aide. Avec les bruits blancs pour les enfants, un peu comme avec les enfants, il y a certains bruits blancs qui aident à dormir. À dormir. Donc, c'est à nous de voir réellement qu'est-ce qui nous permet, non seulement au cours de la journée, de diminuer notre perméabilité au stress, mais au cours du soir, de récupérer vraiment sur le plan psychologique qui nous sommes, notre être, c'est-à-dire à savoir quitter certaines situations. Quand je le dis quitter, j'emploie le mot vraiment quitter sur le plan psychologique, quitter totalement certaines situations. C'est-à-dire, en tant qu'Angèle, quand je quitte ETélé ici, quand je sors de ETélé, je quitte ETélé, je vais aller peut-être dans mon entreprise personnelle là, ou à la maison, je n'emporte pas ETélé à la maison. Si j'emporte ETélé à la maison, il faudrait que mon organisme sache que j'ai emporté une petite partie parce que c'est nécessaire et c'est temporaire. Donc, emporter régulièrement, tout le temps, au point où la vie de la maison est pourrie par, la vie du couple est pourrie par, la vie communautaire est pourrie par, là, tout se mélange et l'organisme n'arrive plus à gérer. Bon, vous avez parlé du couple, ça m'inspire une question. Souvent dans le couple, c'est le bruit que fait l'un qui perturbe l'autre, surtout les ronflements. Franchement, j'ai dit c'est la vie, compliqué la vie au quotidien. C'est même supporter. ça, il peut arriver même que ce soit votre, comment dire, tout ce que vous partagez, vous savez, excusez-moi, mais il y a un témoignage un jour qui m'a fait dire que la dame disait, même sa façon de mâcher le repas L'énerve. me dérange. Et ça, c'est après quelques années de vie ensemble. Vous voyez un peu, donc, il arrive on voit certains faits ou certaines choses, on ne voit pas avec l'œil qu'il faut. Et arrivé un moment, lorsque certaines situations stressantes viennent mettre en mal notre mécanisme de défense, viennent mettre en mal notre équilibre psychologique sur un certain plan, viennent fragiliser un peu cette carapace qu'on s'est construite, on est beaucoup plus perméable. Et nous vivons dans un environnement et on n'a pas le pouvoir d'agir sur tout l'environnement. Mais sur nous, sur notre organisme, sur notre corps, sur notre être psychologique, c'est nous et nous seuls qui avions le pouvoir. Et tant qu'on ne prend pas la décision, je ne dis pas d'éviter le stress, ce n'est pas possible. Mais on peut agir et diminuer ou renforcer notre capacité à ne plus être perméable au stress. Ça, c'est cultiver l'indifférence, hein? Non. Si vous cultivez l'indifférence, au risque de
de refouler, ce que je refuse toujours aux gens, au risque de refouler, non. C'est pas que... ça, c'est fuir. Ok. Ça, c'est fuir. Mais vous recevez, comme on le dit en fond, pardon, Sinkondo Papa Negbe. Il ne faudrait pas que ça rentre dans votre... Ça traverse votre carapace. Je parle de notre perméabilité au stress. Le stress vient, mais le stress glisse. Je reçois, mais je ne permets pas au stress d'entrer, d'aller détruire l'intérieur. Ok, d'accord. Quand est-ce qu'il faut consulter? J'ai réussi. Lorsque vous sentez que vous perdez les moyens, que vous n'arrivez plus à gérer vous-même, chaque situation à laquelle vous avez pu répondre psychologiquement, personnellement, où vous avez trouvé les ressources vous-même pour répondre, ne dites pas, comme je n'ai pas réagi ou je n'ai pas pu répondre aujourd'hui ou demain, donc c'est déjà grave. Non. Selon la situation, vous pouvez mettre 3 jours, vous pouvez mettre 5 jours à réagir, mais vous allez réagir de façon équilibrée parce que chacun a sa manière de réagir. Vous allez réagir, ça va vous réparer, ça va vous restaurer, ça va vous permettre d'apprendre et d'aller de l'avant. Mais dès que ça commence par dépasser, vous dépassez ou vous sentez que vous faites tout, vous aviez mis en branle tous vos mécanismes, tous vos moyens, mais vous ne trouvez pas de solution. Et vous êtes conscient que ça vous perturbe et que ça commence quelque part par perturber, comment on appelle, votre environnement. Ça vous empêche d'être productif. Ça vous empêche d'être vous. Demandez de l'aide. Au psychologue? Ça dépend. Pas forcément au psychologue. De préférence au psychologue. Mais si vous aviez autour de vous un ami, un parent, un compagnon qui ne va pas vous juger, ne va pas vous comparer, ne va pas vous donner des ordres, ou ne va pas considérer cela plus tard dans votre relation, quelqu'un qui peut être pour vous, excusez-moi le mot que j'emploie, mais un réceptacle. Qui va... problèmes? Bon, pas de tous vos problèmes. Là encore, c'est pas que chaque fois il faut aller rejeter sur lui. Vous allez l'abîmer aussi. Mais pour comment dire, pour la période, pour cet événement, pour cette situation, oui, il peut vous prêter oreille attentive. Il peut vous recevoir et vous montrer sa disponibilité, sa capacité à vous accueillir, à vous permettre de vous mirer. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, de façon très neutre. Pourvu que la finalité soit que vous vous restauriez. Que ce soit ça. Que vous arrivez vraiment à restaurer votre être, votre pouvoir, votre force psychologique. Et là, c'est parti. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut consulter. Maintenant, si vous allez et que vous constatez que vous n'avez toujours pas solution, n'ayez pas honte. Ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas la mort. Il faut aller vers un professionnel. D'accord. Il faut vraiment aller vers un professionnel. Est-ce qu'il y a des rites pour bien dormir, André Alejone? Des rites? Oui, des rites du sommeil. C'est-à-dire... Quand je dis rite du sommeil, processus, tout ce que vous voyez là, pour bien dormir, quoi. Parce que la question à suivre, ce sera comment bien dormir. C'est ça. Et comment bien dormir, plutôt pour moi, je suis plus à l'aise avec, en disant, déjà, sur le plan psychologique, il faut s'imprimer que je vais pour dormir. Je vais vraiment pour dormir. Parce que j'en ai besoin, prends conscience que là, je ne suis plus productif, je ne suis plus en éveil, et je perds le temps. Donc, aller dormir va me permettre de récupérer et de venir être beaucoup plus productif. C'est-à-dire quoi? Je mets fin à tout ce que je suis en train de faire, je vais permettre à mon organisme de se reposer. Et dès que, s'il faut, il faut qu'on se le dise à haute voix. Il faut se le dire même au cours de la journée si c'est possible. Mais dès qu'on est face à une situation où le sommeil, on commence par somnoler, comme on dit, on commence par somnoler, il faut voir, est-ce que ce n'est pas la fatigue? Parce que voilà aussi
un autre facteur. Est-ce que ce n'est pas la fatigue? Encore que l'insomnie produit la fatigue. À force de ne pas trouver le sommeil, de ne pas être réparé, vous allez être fatigué. Donc, et la fatigue peut vous conduire, si vous êtes hyper fatigué, il faut forcément dormir pour récupérer, pas prendre des médicaments. Donc, est-ce que ce n'est pas la fatigue? Est-ce que ce n'est pas une maladie? Est-ce que ce n'est pas parce que je suis malade? Quand vous éliminez un peu tout ça, vous vous dites, bon, si c'est la fatigue, si c'est le sommeil, il faut vraiment que j'aille au lit. Maintenant, comment bien dormir? C'est déjà, il faut dormir dans une position confortable. Mais avant d'aller dans une position confortable, il faut que ce sur quoi vous dormez soit aussi... confortable. Bon, vous savez, il y a des gens qui n'arrivent peut-être pas à dormir sur un matelas, il ne va pas trouver le sommeil. Parce qu'il va dire, ça dégage de la chaleur. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir sur une natte. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir par terre, etc., etc. Il faut se connaître, il faut savoir... C'est que l'organisme accepte, adhère facilement. Il y a tout ça. Ça peut être votre matelas qui est la source de votre insomnie. Ça peut être votre drap qui est la source de votre insomnie. Ça peut être la couleur de votre chambre qui est la source de votre insomnie. Ça peut être la lumière que vous laissez, etc., etc. Donc, il faut trouver un peu dans quel confort l'organisme se sent en sécurité, parce que c'est ça qu'il s'agit, se sent vraiment en sécurité et se laisse aller. Donc, c'est tout ça là qu'il faut faire avant de chercher à mettre des médicaments dessus. Les médicaments ne viennent qu'en dernière position. Malheureusement, souvent, quand on y va, on a au médecin ou au psychiatre ou au traitant, on lui a un peu nos attentes, nos difficultés à dormir, mais voilà les challenges qu'il y a, j'ai déjà... Donc, on masque un peu la réalité. On ne regarde pas l'environnement qui peut nous aider à dormir. Et vous voyez, il faut que donc, chacun apprenne à se connaître, à voir, parce que ce qu'on dit en tant qu'adulte actif, on a déjà dormi au moins une fois dans notre vie. Et dans quelles conditions, chers téléspectateurs, cherchons à comprendre ces conditions et on va multiplier ces conditions et vous allez voir qu'on va dormir mieux. Et mieux encore, il faut éviter l'alcool. L'alcool n'empêche surtout pas de dormir. L'alcool facilite le sommeil, non? Tu es sûr? Non, moi je pose la question, je ne sais pas. Je pose la question. Je ne crois pas, je ne crois pas. Et si on veut bien dormir, je pense qu'il faut éviter de dire je vais me saouler pour aller dormir. C'est aussi fuir le problème, contourner le problème. D'accord. Un sommeil réparateur dure combien de temps? 8 heures normalement, comme on a dit. Mais pour un adulte, c'est 7 heures. Pour un adulte, 7 heures au moins. Vous allez dormir 6 heures. L'idéal, c'est d'affilée, avec peut-être un ou au plus de réveils. L'idéal, c'est d'affilée. C'est-à-dire, vous dormez à 0 heure, vous vous réveillez à 7 heures. Vous dormez à 23 heures, vous vous réveillez à 6 heures. Avec un ou plus de réveils au cours de la nuit, ça dépendra de votre organisme. Mais si vous dormez autour de 3 heures, pour ne pas dire vous dormez 3 heures, vous dormez 2 heures, vous n'avez que 2 heures, 3 heures de sommeil, il y a problème. 4 heures de sommeil, et vous ne récupérez surtout rien au cours de la journée, c'est ça aussi le plus important. Vous ne dormez pas suffisamment, mais au cours de la journée, vous ne récupérez pas du tout votre temps de sommeil non plus. Et là, c'est ça qui... Maintenant, vous dormez au cours de la nuit, vous n'avez que vos 5 heures de sommeil. La plupart du temps, c'est ce que tout le monde fait, 5 heures de sommeil. Et puis, au cours de la journée, il récupère 1 heure, 1h30. Parce qu'il trouve entre midi et 2, il récupère autour de 16h17, il récupère. Et là, c'est important. Maintenant, l'idéal, comme on le dit, ce que l'organisme préfère, c'est un sommeil d'affilée d'au moins 6-7 heures pour un adulte actif. D'accord. Un sommeil de qualité, comment l'apprécier? Ce sera la dernière question. Au réveil, vous vous sentez requinqué, vous vous sentez vivant. Vous voyez que vous êtes plein d'énergie.
vous brillez, vous êtes beau, vous avez le sourire et vous êtes de bonne humeur. Vous sentez vraiment votre organisme vivre. Je pense que je ne peux pas expliquer mieux que cela quand chacun se réveille, au moins qu'il sent la vie en lui. Il sait tout de suite qu'au cours de la nuit, vous savez, souvent même, on se réveille et puis on dit « Ah, il a plu. Ah, il est déjà 6 heures, il est déjà 7 heures. » Vous aviez vraiment dormi, non seulement profondément, mais ça vous a réparé aussi. Et vous vous réveillez sans stress, sans peur. Vous avez en fait envie de tout faire, hein, avec beaucoup d'énergie. Voilà, vous pensez qu'au cours de la journée, vous n'allez pas gagner réaliser des trucs voilà. Donc c'est vraiment important. Je pense que c'est les signes qui sont à la portée de tout le monde. Et si tu me permets, la chose la plus importante ici, c'est que tant qu'on vit, le sommeil reste pour nous le réel, pour ne pas dire le seul et original moyen de se ressourcer, de se refaire, de se réparer et vraiment de regagner de l'énergie, de se renouveler pour mieux rebâtir notre vie. D'accord. Apprenons à mieux dormir, surtout à bien dormir, et quand ça ne va pas, consultons. Merci André Alekono, je rappelle que vous êtes psychologue clinicien. Merci au docteur Diagoua, qui est neurologue et qui nous a entretenu également sur la question. Et merci également à tous ces citoyens qui se sont prononcés. Mesdames et messieurs, on a fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain avec le même plaisir. Mais d'ici là, portez-vous bien.